Nous allons étudier maintenant le phénomène de métropolisation en montrant qu'il s'agit d'un processus mondial différencié. Alors d'abord, qu'est-ce que la métropolisation ? Donc on entend par métropolisation la concentration accrue de la population et des fonctions de commandement au profit des plus grandes villes qu'on appelle les métropoles. De par son étymologie, la métropole désigne la ville-mère, c'est-à-dire une ville qui domine et influence un espace plus ou moins vaste. Si la métropolisation est aujourd'hui un phénomène global, ces différentes métropoles sont néanmoins inégalement attractives. La métropolisation est ainsi marquée par des inégalités que l'on peut déterminer à différentes échelles. Toute une hiérarchie distingue ainsi les métropoles en tête, et à la tête de cette hiérarchie apparaissent des métropoles mondiales qui jouent un rôle déterminant dans la mondialisation actuelle. Mais ces inégalités sont très marquées aussi à l'intérieur des métropoles, où des quartiers vont concentrer les fonctions de commandement quand d'autres apparaissent marginalisés. Alors, comment ces métropoles s'organisent à l'échelle mondiale ? C'est ce que nous allons essayer de déterminer maintenant. Et pour commencer, nous allons évoquer le poids croissant de ces métropoles à travers notamment le phénomène de l'urbanisation. On entend par urbanisation l'augmentation du nombre d'habitants qui vivent en ville par rapport à l'ensemble de la population. Et finalement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, on peut voir que l'urbanisation est un phénomène relativement récent. On voit ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, seuls 3,4% de l'humanité vivait en ville. Un siècle plus tard, donc au début du XXe, c'était seulement 15% de l'humanité qui vivait en ville. Et en fait, il faut attendre 2007 pour que, pour la première fois dans son histoire, l'humanité devienne majoritairement urbaine. Aujourd'hui, ce sont 55% des habitants, en tout cas c'était le chiffre en 2018 de notre planète, qui habitent en ville. En réalité, cette urbanisation reste encore actuellement inégale. Et on peut distinguer une urbanisation qui concernerait ce qu'on appelle les pays du Nord et qui se distinguerait d'une urbanisation des pays du Sud. Encore que cette distinction ne soit pas tout à fait opérante, puisqu'il conviendrait en réalité de placer l'ensemble de l'Amérique latine au niveau des pays du Nord si l'on parle de son urbanisation. Mais au-delà de cette nuance, il apparaît que les pays du Nord sont plus anciennement et plus urbanisés que ne le sont les pays du Sud. Ainsi, il y avait 51% d'urbains dès 1950 dans les pays du Nord, et il y en a actuellement 75%, soit les 3/4 de la population. Tandis que dans les pays du Sud, on est passé dans le même temps de 14% en 1950 à 43% de nos jours. On voit ainsi sur cette carte qu'une bonne partie de l'Afrique ou de l'Asie est actuellement encore dominée par la ruralité. Néanmoins, on voit également sur cette carte que les régions du monde qui sont moins urbanisées sont celles qui connaissent actuellement le plus fort développement de cette urbanisation. On voit ainsi sur cette carte que d'après les projections faites par les démographes, pour la période allant de 2015 à 2030, l'accroissement de la population urbaine serait de plus 262 millions d'habitants en Afrique subsaharienne, de plus 251 millions en Asie du Sud, de plus 225 millions en Asie de l'Est, quand elle ne serait que de seulement plus 20 millions en Europe. Ainsi, logiquement, la hiérarchie des grandes villes dans le monde est en train d'évoluer à travers le développement plus rapide des grandes métropoles du Sud, comme Mexico ou encore Mumbai, voire Shanghai en Chine. On mesure également sur ce graphique le poids croissant de la population urbaine africaine ou asiatique au sein de la population urbaine mondiale. Alors en même temps que l'urbanisation se développe, celle-ci s'accompagne donc d'un phénomène de métropolisation qui tend à renforcer le poids des grandes villes.
Cette métropolisation tend à provoquer un phénomène d'étalement urbain à partir de la ville-centre et donc une urbanisation qui s'étend sur les périphéries de cette ville-centre, comme vous le montre ici ce schéma. Les villes deviennent ainsi des agglomérations urbaines, c'est-à-dire un ensemble urbanisé en continu, constitué donc d'une ville-centre et d'une banlieue, et qui comprennent donc ces agglomérations plusieurs communes. Bon, on évoque aussi parfois la notion d'aire urbaine pour qualifier ces espaces. Cet étalement de l'urbain nous montre ainsi que les métropoles vont occuper parfois un très vaste espace, un espace qui s'étend parfois sur plus de 100 km, c'est le cas des grandes métropoles américaines comme New York, Los Angeles ou même Chicago, qui a pourtant une population 2 fois moindre que les métropoles que l'on a citées précédemment. Mais on remarquera aussi que selon les métropoles, cet étalement est plus ou moins important, ce qui peut correspondre ici à des spécificités géographiques locales. Il est intéressant ainsi de constater que les grandes métropoles européennes paraissent moins étendues que les grandes métropoles américaines, mais ceci est le résultat d'un espace disponible moins important, et il en est de même d'ailleurs pour un certain nombre de métropoles d'Asie orientale. On peut notamment comparer les 38 millions de Tokyo aux 9,7 millions d'habitants de Chicago, en notant que finalement l'espace occupé par Chicago est somme toute aussi, voire plus important que celui occupé par Tokyo. Donc la métropolisation renforce le poids des grandes villes, et dans cette hiérarchie mondiale des métropoles domine une dizaine de villes mondiales, les Global Cities, qui dominent l'actuelle mondialisation. Alors ce qui fait d'une ville une ville mondiale, ce n'est pas simplement son poids démographique, même si celui-ci joue un rôle, on le voit ici, mais tout un autre ensemble d'aspects, parmi lesquels on peut citer les fonctions politiques. Ces grandes villes, ces villes mondiales sont des lieux où se concentrent les pouvoirs politiques à l'échelle nationale ou internationale. Les fonctions de commandement s'y retrouvent également à travers les fonctions économiques et financières, puisqu'on trouve dans ces villes le siège social d'un certain nombre de firmes transnationales. Ces villes se démarquent également par l'importance des fonctions culturelles, à travers notamment des pôles de l'enseignement supérieur, le patrimoine urbain, les musées, les théâtres, la vie culturelle, etc., que l'on peut donc trouver dans ces villes mondiales. Et enfin, en termes d'organisation spatiale, ces villes se distinguent des autres villes par leur connexion au reste du monde, à travers un réseau de communication, un réseau de transport dense et ouvert sur le monde, à travers aussi une connexion plus locale avec l'arrière-pays, mais aussi plus large, à travers un réseau de relations qui se tissent entre les différentes métropoles à l'échelle du monde. Ainsi, les grandes métropoles, les villes mondiales, communiquent entre elles à travers ce qu'on a appelé un archipel métropolitain, une expression qui vise à caricaturer quelque peu la déconnexion de ces grandes métropoles de leur environnement immédiat et les relations qu'elles peuvent nouer les unes avec les autres. Au sein de ce réseau de métropoles, 4 métropoles mondiales, 4 villes-mondes semblent toujours dominer la hiérarchie, et on peut ainsi citer New York, Tokyo, Londres et Paris, 4 métropoles appartenant à ce qu'on appelle l'ancienne triade, même si on a évoqué aussi le fait que à l'avenir cette hiérarchie pourrait être bouleversée par le développement des métropoles des pays émergents.
Donc on évoque l'existence d'un archipel métropolitain mondial, mais on évoque également l'existence d'un archipel mégalopolitain mondial. Celui-ci fait référence à l'existence des mégalopoles. Alors que sont les mégalopoles? Ce sont des régions qui sont urbanisées et formées par des métropoles proches et connectées les unes aux autres. Et donc, vous le voyez sur cette carte, on a tendance à identifier 3 grandes mégalopoles mondiales, la mégalopole américaine, la mégalopole européenne et la mégalopole japonaise, étendue ici à une forme d'archipel mégapolitain asiatique transnational qui irait de Hong Kong à Tokyo. Au-delà de ces mégalopoles dominantes, on peut voir également apparaître des mégalopoles secondaires en formation. On peut en trouver ainsi du côté de l'Amérique du Sud, entre Sao Paulo et Rio de Janeiro. On va parfois jusqu'à inclure Buenos Aires dans une mégalopole qui serait là aussi transnationale, ou aux États-Unis sur la côte ouest, la mégalopole californienne entre San Francisco et Los Angeles. À l'origine de ce phénomène mégalopolitain se trouve la mégalopolis du nord-est des États-Unis, donc cette vaste région urbanisée qui s'étend entre Boston et Washington et qui fait qu'on appelle parfois cet ensemble la Boswash et qui possède en son cœur la ville mondiale de New York. Et on voit donc sur cette carte le rôle mondial, le rôle de commandement que joue cette mégalopolis américaine à travers la présence des grandes institutions politiques internationales, que ce soit l'ONU, le FMI à Washington, mais également les grands centres économiques mondiaux comme Wall Street, et puis bien sûr donc le rôle d'interface avec le monde à travers les différents flux humains, flux de marchandises, flux de capitaux et d'informations qui concernent cet espace. Alors si les villes mondiales et les mégalopoles ont un rôle structurant à l'échelle du monde, eh bien les métropoles de rang inférieur, que ce soit à l'échelle nationale et régionale, eh bien elles vont structurer un territoire qui est un territoire plus proche en s'intégrant au réseau d'influence des métropoles de rang supérieur. Ainsi, les métropoles de rang inférieur structurent également le territoire en offrant des services aux habitants des territoires environnants, que ce soit à travers des fonctions hospitalières, l'administration. Elles accueillent aussi des fonctions économiques, les entreprises locales et commerciales, qui, à l'échelle des régions, génèrent des migrations pendulaires, ces migrations des travailleurs habitant dans les périphéries vers les métropoles où ils trouvent leur emploi. Et on notera que si la hiérarchie des métropoles évolue à l'échelle planétaire, on peut retrouver aussi des évolutions à l'échelle nationale, comme on le mesure avec ici l'exemple français. En France, où l'on trouve un exemple de macrocéphalie urbaine, c'est-à-dire un organisme ultra dominant qui s'impose sur l'ensemble du réseau urbain, en l'occurrence l'agglomération parisienne, eh bien on voit que certaines aires métropolitaines sont plus dynamiques que d'autres. Ce sont ainsi les métropoles de la moitié sud et du littoral atlantique qui connaissent l'évolution la plus importante en termes de population, même si des exceptions sont notables ici et là. La métropolisation est donc un phénomène qui s'observe à différentes échelles. C'est également un phénomène qui se caractérise par une grande diversité de l'organisation spatiale des métropoles elles-mêmes. Les métropoles connaissent ainsi des organisations spécifiques avec une métropolisation entretenue par des mobilités sans cesse plus intenses, et ce grâce à des réseaux de transport variés qui structurent l'espace métropolitain.
Les aménagements des infrastructures de transport sont ainsi un enjeu majeur pour les métropoles qui doivent à la fois être connectées aux régions qui les environnent, voire au reste du monde, tout en offrant un cadre de vie agréable pour leurs habitants. C'est ainsi ce que cherche à faire la métropole de Stockholm en Suède, capitale du pays, de taille relativement modeste, avec 2 millions d'habitants et avec un urbanisme atypique du fait de l'absence de gratte-ciel que l'on trouve dans la plupart des métropoles mondiales, comme on aura l'occasion de le repréciser. Or, on voit ici l'aménagement d'un pôle multimodal dans le quartier de Slussen en 2017. Un pôle multimodal, c'est-à-dire un espace qui accueille différents modes de transport. Et on voit ici que l'aménagement en cours vise à faire cohabiter différents modes de transport, le transport routier, ferroviaire, mais également ce qu'on appelle des mobilités douces, le métro, le vélo, la marche à pied, à travers ici l'enfouissement des axes routiers, une ville qui par ailleurs a mis en place depuis 2007 un péage urbain pour limiter la circulation automobile dans le centre-ville. Ainsi, si certaines métropoles comme Stockholm cherchent à densifier la ville et à lutter contre l'étalement, les infrastructures de transport et la mobilité qui l'accompagnent ont eu tendance, néanmoins, comme on l'a évoqué précédemment, à entraîner un phénomène d'étalement urbain. Les métropoles tendent ainsi à s'organiser autour de la relation entre un centre et ses périphéries. Le centre tend généralement à se constituer autour d'un cœur historique, d'un centre historique, même si cela peut dépendre des États et de leur histoire. Et donc autour de la ville-centre, un phénomène d'étalement de l'urbanisation s'organise à travers une première couronne périurbaine, la banlieue et la diffusion d'une périurbanisation et d'une extension de l'aire métropolitaine. Dans cette ville-centre peut s'opérer un phénomène de gentrification, c'est-à-dire, comme on le voit sur ce schéma, la présence d'un ancien quartier qui possède plutôt des caractéristiques populaire avec un prix modéré, mais qui devient plus attractif à travers l'arrivée de populations plus aisées, et ce phénomène de gentrification amène à une augmentation des loyers qui provoque à terme le départ des populations moins aisées vers les périphéries. Donc dans cette organisation des métropoles, on voit apparaître différentes fonctions selon les espaces concernés. Au cœur des villes, les quartiers d'affaires, les CBD, un Central Business District, concentre les fonctions économiques et financières. Tandis que les fonctions logistiques, en termes de transport, les fonctions industrielles, les grands aéroports internationaux, vont être repoussées vers les périphéries de l'espace urbanisé. Alors, différentes zones commerciales vont apparaître également, qui tendent là aussi à être repoussées vers les périphéries, vers la première couronne et vers la zone de périurbanisation. Il en est de même pour les pôles de services, de recherche, les pôles universitaires présents dans les villes-centres, mais également de plus en plus à l'extérieur de celles-ci, avec la constitution parfois de villes lisières, qu'on appelle les edge cities, que l'on voit ici apparaître donc aux frontières de la périurbanisation, et le tout s'organisant à travers des axes de communication qui permettent de relier les différents espaces de ces territoires métropolitains. Les paysages urbains de ces grandes métropoles possèdent bien sûr des caractéristiques propres, mais on retrouve assez souvent des paysages sensiblement proches, en tout cas d'une inspiration
proches, et à travers notamment cette architecture verticale qui caractérise la plupart des quartiers d'affaires à travers le monde, à l'image ici du Kuala Lumpur City Center en Malaisie, où dominent les tours Petronas de 452 mètres. Une verticalité que l'on retrouve donc de par le monde, mais qui est quand même plus ou moins marquée selon les lieux. Alors bien sûr, on a tous en tête les images de Manhattan, et on retrouve cette verticalité dans la métropole new-yorkaise, mais on remarquera que celle-ci est encore bien plus importante du côté de Hong Kong, et ce aussi en fonction d'un espace disponible extrêmement limité. Inversement, on ne voit pas apparaître ici, dans les grandes métropoles du nord de l'Europe, on a parlé tout à l'heure de Stockholm, cette image de verticalité que l'on retrouve un peu ailleurs et qui caractérise en particulier les quartiers d'affaires. Alors l'organisation des espaces métropolitains est également marquée par d'importantes différenciations socio-spatiales entre les quartiers, et même si c'est vrai partout, ça l'est encore davantage dans les grandes métropoles du Sud, où les quartiers résidentiels, les gratte-ciel, les espaces luxueux vont jouxter l'habitat informel qu'on appelle plus communément les bidonvilles. Les bidonvilles désignent ainsi l'ensemble des habitats informels, c'est-à-dire qu'ils désignent en réalité des habitats qui se caractérisent par une architecture très différente, ce qui va bien sûr des matériaux de récupération jusqu'à des habitats en dur, mais le point commun de tous ces habitats est que ceux-ci se sont construits sans permis, sans autorisation. L'importance de ces habitats informel est à mettre en parallèle avec l'incapacité de nombreuses métropoles à travers le monde à intégrer les nouveaux habitants qui, pour beaucoup, viennent de l'exode rural. Ainsi, l'habitat informel représente actuellement 40% de la croissance urbaine à travers le monde et rassemble 1,3 milliard d'habitants. Donc, selon les États, selon les régions, cette population urbaine vivant dans l'habitat informel est plus ou moins importante, et cette population est particulièrement forte dans les États dits du Sud, puisque vous le voyez sur cette carte, il est un grand nombre d'États dans lesquels finalement c'est la majorité de la population urbaine qui vit dans des bidonvilles. Alors néanmoins, si la population urbaine qui vit dans des bidonvilles tend à augmenter, et on le voit ici sur ce graphique, c'est à peu près vrai partout, il y a quelques exceptions, elle diminue ainsi en Afrique du Nord entre 1990 et 2014, et bien néanmoins, la part de la population urbaine qui vit dans ces bidonvilles, elle tend à diminuer. Donc plus d'habitants dans les bidonvilles, mais en proportion ils sont moins nombreux, alors avec une diminution plus ou moins marquée. Là vous voyez particulièrement en Asie du Sud et de l'Est. C'est moins vrai en Afrique subsaharienne, ce n'est même pas vrai du tout en Afrique de l'Ouest, où elle a tendance, cette part de la population urbaine vivant dans des bidonvilles, à légèrement augmenter. Alors, phénomène plus massif dans les États du Sud, les bidonvilles sont néanmoins présents de nouveau dans bien des métropoles dites du Nord, à l'image de ceux qui fleurissent actuellement dans l'agglomération parisienne, mais on pourrait citer également en France la ville de Nantes qui accueille aussi toute une population vivant dans ce type d'habitat. Donc, si les bidonvilles, l'habitat informel est un signe important des inégalités socio-spatiales qui caractérisent la métropolisation actuellement, il faut aussi évoquer l'existence des résidences fermées, de ce qu'on appelle les gated communities, qui rassemblent ici des populations plutôt favorisées au sein de quartiers sécurisés au sein des métropoles.
Or, ces résidences fermées, ces gated communities, ont tendance, et ce à l'échelle du monde, à augmenter assez considérablement, comme on peut le voir dans ici la métropole marseillaise, où entre 1990 et 2013, ces espaces se sont considérablement développés. Il en résulte donc des paysages métropolitains fortement marqués par ces différences socio-spatiales, et ce, on l'a dit, encore plus dans les grandes métropoles du Sud, comme ici Mexico, où on voit juxtaposer un quartier aisé, un ancien bidonville consolidé, des lotissements récents ou un quartier d'affaires à Santa Fe. On voit ici schématiser cette organisation métropolitaine marquée par ces inégalités socio-spatiales, ces recompositions également à travers le processus de gentrification qu'on a évoqué, l'exclusion des catégories sociales modestes des centres-villes et la constitution dans les périphéries mais aussi dans les villes-centres de quartiers résidentiels fermés.